Bonsoir à tous et à chacun et très heureuse de vous retrouver pour les comptes de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous pour en savoir plus sur le sujet qui défraye la chronique. Je m'en veux vous rappeler les sujets dont nous allons débattre tout au long de cette émission. Il s'agit de la marche nationale des chrétiens catholiques, la rencontre du chef de l'État avec la jeunesse. Ils étaient au nombre de 200 en l'hémicycle du Palais du Peuple. La fin annoncée de pourparlers de paix à Nairobi, le sommet interparlementaire de la SADC annoncé pour ce lundi à Kinshasa, le lancement par le Premier ministre de la campagne de solidarité nationale et ainsi le budget relevé à 15,8 milliards par la commission ECOFIN sont là les principaux sujets d'actualité. Mon invité de ce soir, je m'en vais vous le présenter, c'est le professeur Mpoy Kamulayi Lumbala Chamanyangala. Voilà, c'est ça. Bonsoir, professeur. Chamanyangala. Voilà. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir renouvelé de revenir sur votre plateau. Voilà, professeur et le fondateur du Rassemblement des acteurs pour la Renaissance du Congo, qui est une ASBEL. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette structure scientifique au Congo en ces jours? Alors, le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo est une structure qui veut rassembler tous les habitants du Congo. Je ne parle pas de nos compatriotes simplement. Toute personne qui vit au Congo et qui a le souci de voir ce pays renaître. Parce que nous qui sommes nés avant l'indépendance, nous savons ce qu'a été notre pays. Le 30 juin, il était le premier, il occupait la première place parmi toutes les colonies de l'Afrique noire. Aujourd'hui, nous occupons la 5e place parmi les pays les plus pauvres du monde. Donc, quand on choisit de vivre au Congo, pour nous qui sommes des Congolais, qui sommes nés au Congo, ce n'est pas un choix. Mais pour ceux qui viennent au Congo, c'est un choix. Et donc, voilà pourquoi notre association n'est pas une association exclusive, elle est une association englobante qui veut rassembler toute personne qui vit au Congo et qui a le souci de voir ce pays aller de l'avant. Jusqu'à maintenant, vous êtes satisfait des objectifs assignés pour votre ASBEL? Mais c'est un travail de longue haleine. Nous avons commencé notre existence formelle en 2015. Ça fait déjà 7 ans que nous sommes là. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc, nous sommes en train d'aller de l'avant. Et au fur et à mesure... Les résultats sont escomptés depuis le début de l'existence de votre association jusqu'à maintenant, 7 ans après? Oui, mais nous avons réalisé déjà, parce que le premier objectif de notre mission, c'est de nous faire prendre conscience. D'abord que l'échec, la régression de notre pays est le fait de nous-mêmes. C'est pour ça que le colloque auquel vous avez fait allusion était intitulé « La faillite de l'intelligentsia congolaise face au redressement de la nation ». Nous allons y arriver. Quelles sont les difficultés? Parce qu'on sait que les difficultés sont toujours signalées pour le compte de votre association, les rassemblements des acteurs pour la Renaissance du Congo. La plus grande difficulté que nous avons rencontrée jusqu'à présent et que nous continuons à rencontrer réside dans le fait que la majorité de nos compatriotes sont convaincus que la régression de notre pays est le fait de l'étranger. Vous savez, tout le monde parle de la communauté internationale comme si nous ne faisions pas partie de cette communauté internationale. Donc, la plus grande difficulté, c'est de renverser la vapeur pour nous faire Alors que nous sommes censés nous tous mettre la main dans la pâte. Absolument. Mais pour cela, il faut se rendre compte que le problème commence avec moi et non pas avec autrui. Donc, c'est ça la plus grande difficulté. Éviter les accusations.
Voilà, professeur, comme vous avez signifié, en juillet de cette année, vous avez organisé un colloque scientifique où plusieurs recommandations ont été prises. Parmi ces résolutions, on note les services militaires obligatoires. Parlez-nous de cette proposition. Ok, ça. Merci madame. Cette proposition figure parmi les propositions les résolutions, je devrais dire, les plus importantes de notre colloque. Elle a rencontré l'unanimité des participants. Pourquoi? Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, notre jeunesse est totalement laissée pour compte. Et quand un jeune homme ou une jeune fille termine l'école secondaire, généralement, pour les plus précoces, à l'âge de 17 ans, pour la majorité d'entre eux à l'âge de 18 ou de 19 ans, ils ne voient aucun avenir devant eux. C'est pour ça que vous voyez que dans notre pays, chaque parent veut et fait tout pour que son enfant aille à l'université. Parce que l'université est considérée maintenant comme un moyen d'occuper l'enfant. 4, 5 ans, 6 ans après, lorsque l'enfant sort de l'université, on constate qu'il n'a rien à faire non plus. Donc, pour résoudre cette question, nous avons regardé autour du monde et nous avons, à commencer par notre continent, vous savez que les pays comme l'Égypte, les pays comme Israël, qui est de l'autre côté de notre continent, ont instauré le service militaire obligatoire. Le Maroc veut faire la même chose. Mais les pays que nous admirons et que nous envions, notamment la Corée du Sud, elle a le service militaire obligatoire. La Chine, n'en parlons pas, et vous serez peut-être, le public sera peut-être étonné de savoir que la France envisage elle aussi de réintroduire le service militaire obligatoire. Donc, pour nous, le service militaire obligatoire, c'est d'abord de ne donner l'espoir à notre jeunesse qui doit comprendre que l'armée, c'est une obligation pour tous. La défense de la nation est une obligation de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Merci pour cet éclairage. Marche pacifique de catholiques ce dimanche pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Cette décision a été prise lors de l'Assemblée plénière extraordinaire de la CENCO tenue du 7 au 9 novembre dernier relative à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Professeur, vous êtes chrétien catholique pratiquant. Les fidèles catholiques ont répondu présent à l'appel des évêques pour dire non à l'agression. Cette marche vous a convaincu? Comment vous avez salué le déroulement? Est-ce que vous pensez qu'à travers cette marche, il y aura des résultats attendus, souhaités, pour que la paix puisse régner à l'est de la RDC? J'ai fait moi-même partie, j'ai marché, j'étais à la tête de 3 de nos partenaires, le mouvement des professeurs catholiques, le mouvement international des étudiants catholiques et évidemment Rarek Asbel. Donc j'ai constaté la raison pour laquelle nous avons répondu massivement à cet appel de nos pères évêques, c'est parce que c'est un appel qui nous fait prendre conscience, comme j'ai dit en début de cette émission, de notre propre responsabilité. C'est la raison pour laquelle moi et ceux qui font partie de nos structures sont allés après le culte, après la messe du dimanche, suivant à la tête de chacune des colonnes nos curés, nos vicaires qui nous ont conduits très pacifiquement à travers les rues de la D'aucuns voulaient voir aussi le cardinal Ambongo marcher. Il n'a pas fait. Mais vous posez une question à laquelle vous connaissez la réponse. Notre éminence, le cardinal, est actuellement à Rome.
Et donc, comme il ne jouit pas encore... C'est en guise de préparer l'arrivée du pape signalé au mois de février prochain, si je ne me trompe pas. Comme notre archevêque ne jouit pas de l'ubiquité, donc il ne pouvait pas être... Il a envoyé un message dans lequel il nous a exhorté, il a regretté de ne pouvoir être lui-même avec nous dans la rue, mais rassurez-vous, l'évêque auxiliaire, Monseigneur Carlos, a marché avec nous. Wow. Donc, le cardinal ne s'est pas soustrait, si c'était le sens de votre question, à cette marche à laquelle il aurait participé avec le plus grand enthousiasme. Voilà. Parmi les recommandations de Marchère, on cite le retrait de la République démocratique du Congo de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Selon vous, c'est faisable et pour quel intérêt? Alors, vous savez, quand on s'exprime, la liberté d'expression est la chose la plus chère. Et donc, lorsque les marcheurs, comme vous avez dit, ont souhaité ils ont souhaité plusieurs choses. Ils n'ont pas seulement souhaité... Nous allons y arriver, mollo mollo. Ok, d'accord. Alors, la politique de la chaise vide, comme on dit généralement... Ne paye pas. Ah, vous avez répondu, vous avez complété. Donc, si on veut changer les actions d'une personne, d'une organisation, il faut être là, il faut discuter avec eux. Je donnerai pour exemple que après la guerre mondiale, vous savez, on a créé des institutions comme l'ONU. Et il y a des pays qui s'étaient mis en réserve et qui ont finalement compris que ce n'était pas la bonne démarche. Donc, les organisations dans lesquelles nous sommes et auxquelles nous appartenons, et nous devons, à mon humble avis, continuer à faire partie de ces organisations parce que c'est par notre présence que nous allons influencer les décisions de ces organisations plutôt qu'en nous mettant en marge du fonctionnement de ces organisations-là. Voilà, bien dit, professeur. Les chrétiens demandent aussi à notre gouvernement de suspendre sa participation à la francophonie. Êtes-vous d'accord? La suspension de notre participation à la francophonie nous apporterait de bon. Déjà, cela signifie que les Jeux de la francophonie que nous allons accueillir bientôt l'année prochaine n'auront pas lieu dans notre pays. Est-ce que c'est cela ce que nous voulons? Et si cela ne se réalise pas, qu'aurons-nous gagné? Je ne pense pas, à mon humble avis encore une fois, que la politique de la chaise vide soit payante. C'est peut-être bon pour attiser les passions de la population, mais en tant que responsable politique, je ne crois pas que le retrait d'une organisation, surtout quand nous sommes nous, soit, quand je dis quand nous sommes nous, c'est-à-dire quoi? Un pays qui se situe au 5e rang des pays les plus pauvres de la planète, notre retrait de quoi que ce soit n'enverra aucun message à qui que ce soit et n'empêchera nullement ces organisations-là de fonctionner. Ce sont de nous prendre un peu pour les États-Unis d'Amérique qui peuvent menacer à tout moment de suspendre leur participation. Parce que quand les États-Unis d'Amérique disent ça, c'est parce qu'ils sont généralement les plus grands contributeurs financiers du fonctionnement de ces organisations-là. Et donc, ils font peser la menace de la suspension de leur participation financière. Donc, ne répétons pas tout simplement des mots, il faut que nous pèsions ça et que nous sachions qu'est-ce que ça signifie et que nous comprenions qu'en ce qui concerne notre pays, ce serait absolument un geste inutile. Une autre recommandation, c'est le retrait immédiat de la MONUSCO. Est-ce que, professeur, vous pensez que nous sommes suffisamment bien armés et nous avons une armée professionnelle
pour pouvoir remplacer sans embâche la MONUSCO? Encore une fois, c'est dans le prolongement de vos questions antérieures. Je rappellerai tout simplement que, avant de parler de la MONUSCO, j'aimerais faire un petit retour, un petit recul à l'indépendance de notre pays le 30 juin. Le 4 juillet, éclatait une mutinerie ici, à Léopoldville, nom de l'époque. Le 11 juillet, le Katanga déclarait son indépendance. Avant, et en août, M. Kalonji Albert déclarait l'État autonome du Sud-Kasaï. Et puis ensuite, tout le pays était en émoi des rébellions à travers quasiment toutes les provinces. Qui avait ramené l'ordre dans notre pays à l'époque? Je pense que vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais en tant que journaliste, vous le savez, l'ONU. C'était la première grande intervention de l'ONU à travers le monde depuis sa création pour rétablir la paix. Mais vous pensez qu'avec le moyen pacifique, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays? Permettez que je continue la réponse en ce qui concerne la MONUSCO. En 1998, lorsque la Deuxième Guerre civile éclate le 2 août, notre pays se trouve littéralement divisé en deux parce que nous n'avons pas réussi par nous-mêmes à maintenir l'intégrité de notre pays. Les armées belligérantes sur notre territoire pour empêcher l'éclatement du pays. D'abord, nous avons la partie ouest qui est sous le contrôle du gouvernement de l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, appuyé par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Et de l'autre côté, les rebelles, appuyés par le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Donc pour vous, la MONUSCO... Laissez-moi, s'il vous plaît, terminer. Je vous en prie. Alors, ce que j'explique, c'est que cette communauté, vous avez posé la question concernant l'ONU. À l'époque, la MONUC, il a fallu qu'il y ait les accords d'Arusha pour que la MONUC pour continuer à presser. Il faut que notre peuple comprenne que n'eût été la présence de la MONUC. Elle était visible partout. Ici, à Kinshasa, on ne pouvait aller nulle part. La police, l'ordre, tout ça a été rétabli grâce à la présence de la MONUC. Donc là, vous êtes en contradiction avec les évêques. Laissez-moi aller, je sais. N'eût été la présence, la continuation de la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Et souvenez-vous, l'ancien président Kabila Joseph a demandé combien de fois que la MONUSCO se retire. Donc, le retrait de la MONUSCO n'arrangera strictement rien du tout, parce que ce que le peuple ne comprend pas, c'est que la mission des Nations Unies n'est pas de faire la guerre pour le compte d'un pays, c'est de maintenir la paix. C'est une interposition entre les belligérants. Là, l'ONU n'est pas ici, et l'ONU, c'est quoi? Ce sont les contributions des armées. Le message est passé, professeur. Mais vous encouragez les efforts diplomatiques comme solution éventuelle à la tragédie que nous vivons maintenant, ou vous pensez aussi que les moyens pacifiques sont capables de résoudre les conflits ou d'empêcher nos ennemis de pouvoir piller, saccager et détruire, chercher à balkaniser la République démocratique du Congo en sa partie est? Je sais que notre temps est limité, mais je ne voudrais pas que je donne l'impression sur ce plateau que je suis en contradiction ou que je voudrais expliquer. C'est votre opinion, voilà. Non, 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 je parle de ce que notre peuple devrait comprendre. Okay. Parce que, disons-le franchement, demain, l'ONU dit, oui, le peuple congolais ne veut plus de nous. Ils plient bagages et ils partent. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Vous pensez qu'il y aura une marche pacifique qui va rétablir la paix? Il y aura les chaos? Non, moi je vous pose la question parce que, et je pose pas vous, à
travers vous, je la pose à tous ceux qui réclament cela comme une solution. Mais notre armée va jouer son rôle. Nous avons une armée quand même Mais forte. alors, si elle jouait son rôle, pourquoi est-ce que nous sommes là où nous sommes? Ce n'est pas la MONUSCO qui empêche notre armée de se battre. Voilà. Donc, il y a une contradiction fondamentale ici, et je voudrais, sur votre plateau, s'il vous plaît, madame, permettez-moi d'insister sur ça. La question doit être posée. Ce n'est pas la première fois que nous entendons les autorités dire il faut que la MONUSCO s'en aille. Le président Kabila l'a dit à plus d'une reprise. Et donc, on donne à notre peuple l'impression que la MONUSCO est ici pour nous empêcher de nous défendre. La question qui doit être posée est la suivante. Si la MONUSCO, l'ONU, se retire demain conformément à nos souhaits, qu'est-ce que notre pays va devenir? Est-ce que notre armée va devenir plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui? C'est ça la question fondamentale que nous devons poser. Il y aura des trous à boucher. Et alors, si on va continuer, parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu parler de Nairobi et de tout ce qui... La force d'interposition et tout ça. C'est ça la question que j'allais vous poser, professeur. Le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a déclaré que les armées étrangères resteront au Congo jusqu'à ce que le pays aura une armée organisée et une véritable police. Quelle est votre réaction? C'est ça. Moi, je ne suis pas ici pour réagir à quoi que ce soit. Je vous ai dit votre que opinion. notre association a pour mission fondamentale de nous faire comprendre, de nous faire prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous devons faire nous-mêmes pour assumer notre destin. Aujourd'hui, nous sommes totalement tributaires. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Depuis 1996 jusqu'à ce jour, nous parlons, nous crions, c'est bien, nous devons manifester que nous existons. Mais nous devons nous poser les questions essentielles. D'un côté, d'ailleurs, vous savez, je vais évoquer une situation dont on ne parle pas et que la majorité de nos compatriotes ne connaissent pas. L'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vous connaissez cette situation. C'était des anciens États soviétiques. À l'effondrement, et ils ont commencé. L'Arménie avait occupé une partie importante du territoire de l'Azerbaïdjan et ils sont en guerre. Le dernier épisode ne date pas date à peine de quelques mois. L'ONU est intervenu aussi à maintes reprises, a pris des résolutions. C'était d'ailleurs les pays où ils ont pris des résolutions successives qui n'ont pas été respectées. Donc nous avons l'impression, quand nous parlons à notre peuple, que nous sommes le seul pays dans lequel les interventions de l'ONU ne donnent pas les résultats. Pour cet éclairage, le message est passé. Mais aujourd'hui, on assiste à des piqûres verbales entre les deux chefs de l'État, le nôtre Tshisekedi et Paul Kagame. Croyez-vous vraiment à la résolution de ces conflits? Vous voyez, madame, on assiste à des piqûres verbales entre Kagame et Tshisekedi. Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ce genre de questions. C'est pour ça que je vous ai cité le cas de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. C'est un conflit. Kagame parle négativement contre notre chef de l'État, alors que le chef de l'État dénonce le comportement du Rwanda, qui soutient les M23. Mais les propos de Kagame, c'est comme si ce sont des propos qui provoquent, ce sont des propos qui incitent à la haine. Posez-moi, vous parlez de la haine, vous me donnez l'occasion de... propos haineux, voilà. Vous me donnez l'occasion de parler de le message que nous avons porté sur nos t-shirts pendant la marche. Aimer, c'est vaincre la haine. Oui à l'amour et non à la guerre. Les Congolais, les Rwandais ne sont pas nos ennemis, mais c'est plutôt Kagame et son gouvernement qui sont contre la République démocratique du Congo et sa quiétude. Je ne veux pas entrer dans ce genre de sophisme. Okay. La haine, l'amour
Pourquoi est-ce que... Je pense que la dernière fois, je vous avais parlé de la famille. En famille, ce qui est d'ailleurs le mode de structuration de notre association. Dans aucune famille, il ne manque pas de querelle entre les époux. D'ailleurs, ça commence durant les fiançailles. J'ai été fiancé pendant 3 ans, donc je sais de quoi je parle. Mais entre la diplomatie et la force de l'armée, quelle option lever pour mettre fin à cette guerre d'agression, professeur? L'amour, c'est le plus grand commandement pour nous, vous et moi, et des milliers de catholiques et d'autres chrétiens. Merci. L'amour. La guerre commence parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce que si on s'aimait soi-même, on ne ferait la guerre à personne. Bon, vous vous souvenez que pendant les jeunes, à l'époque, quand les jeunes se sont élevés, les jeunes américains, les jeunes à travers le monde, contre la guerre au Vietnam. Entre la diplomatie et la force des armes, professeur, quelle option lever pour mettre fin à cette guerre? Mais je vous ai déjà répondu et je continue de répondre. L'amour est plus fort que la haine. Mais dans la politique, dans la politique, on ne parle pas de l'amour. Mais c'est dans une politique sans amour. Les chefs qui ont réussi, et parce que vous parlez de politique... C'est question des intérêts dans la politique. Mais parce que vous parlez... Celui qui n'a pas fait la guerre, il a été tué à cause de son amour, c'est Jésus le Christ. Mais les autres qui ont suivi, comme Mahatma Gandhi, il n'a jamais fait de guerre, il a réussi grâce à l'amour. Martin Luther King n'a jamais fait de guerre. Professeur, il a réussi. Je vous dis et je répète pour notre peuple que l'amour est plus fort que la haine. Toutes les guerres ont leur origine dans la haine. Nous devons prêcher l'amour, nous devons pratiquer l'amour, parce que s'il y avait l'amour entre nous, ces soi-disant rebelles ne se rebelleraient pas. S'il y avait l'amour entre nous, les autres qui les soutiennent... évoluer. Merci beaucoup. Vous prenez l'amour, espérons que le message est passé. Parlons autre chose. Processus électoral, les calendriers relatifs à la tenue des élections a été publié par cette institution d'appui à la démocratie. Comment est-ce que vous avez accueilli la publication de ce calendrier? Les élections, le programme est déjà là, c'est pour le 20 décembre prochain, de l'année prochaine. Mais c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Les sceptiques ou ceux qui profitent de la situation d'exploitation, d'oppression, c'est-à-dire les politiciens, parce que les politiciens, depuis 1960, ce sont les politiciens qui nous ont placés dans la situation dans laquelle nous sommes. L'opposition politique parle du calendrier irréalisable et qui prépare une fraude massive. Êtes-vous d'accord? Mais je vous dis que les politiciens, toutes catégories confondues, cherchent à maintenir la situation qui leur profite. Vous vous souviendrez qu'en 2015, c'était la même chose, et en contestant le calendrier électoral, nous avons connu une prolongation, ce qu'on appelle ici chez nous, ce qu'on a appelé le glissement. Aujourd'hui, la CENI publie un calendrier électoral. Nous devons, notre tâche en tant que patriote, en tant que responsable, c'est de prendre la CENI et le gouvernement au mot, et non pas commencer à faire des procès d'intention sur le réalisme ou le non-réalisme de ces calendriers, mais dans sa sur déclaration, la préparation de la fraude ou non, parce que la loi électorale, elle est là, elle est claire, mais quand nous, les citoyens, nous n'allons pas participer, dans chaque bureau de vote, il doit y avoir des observateurs, des candidats. Dans sa déclaration, le président de la CENI, Denis Kadima, a quand même rappelé qu'il y a des contraintes liées au financement des élections par le gouvernement et la situation de l'Est de la RDC qui continue à préoccuper au plus haut point. Je ne veux pas spéculer les acteurs politiques ont leur part de responsabilité, la CENI aussi.
Les responsabilités sont partagées s'il n'y a pas élection, Tout le par exemple. monde est soumis au respect de la Constitution. La Constitution n'a pas dit que pour organiser les élections, il faut qu'il y ait tel préalable accompli. Vous vous souviendrez qu'en 2018, quand nous sommes allés aux élections, la situation dans l'Ituri et à Béni n'était guère différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Okay. Vous vous souviendrez qu'il y avait la situation de Yumbi. Donc tout ceci, les politiciens font leur travail. Nous, le peuple, nous devons faire le nôtre. Le nôtre, c'est de dire la Constitution oblige que les élections soient tenues. Un calendrier électoral vient d'être publié. Eh bien, le peuple doit se mettre au travail pour reprendre son pouvoir afin de le confier à des nouveaux mandataires qui vont l'exercer à partir du 24 les janvier élections 2024. seront réalisées, professeur, espérons que les élections en RDC seront réalisées en temps réel, comme l'a signifié la centrale électorale CENI. Vous êtes professeur d'université. Le chef de l'État a eu, pas plus tard que la semaine passée, une rencontre avec une délégation composée de jeunes de la République démocratique du Congo. L'initiative était géniale, selon vous, et les messages qui ont été véhiculés vous a convaincu? C'était opportun en ces moments-ci que le chef de l'État échange avec la jeunesse congolaise? Mais le chef d'État doit échanger avec tout le monde à tout moment. Donc, le moment est-il opportun ou inopportun? Ce n'est pas à moi qu'il appartient de le prononcer. Vous savez, la Constitution détermine que le président de la République s'adresse au moins une fois à la nation à travers le Congrès. Nous touchons vers la fin de l'année et je crois que le président fera cet exercice parce que ce n'est pas un exercice volontaire, c'est une obligation au terme de la Constitution. Voilà. Et donc qu'il se soit entretenu avec les jeunes en vue de préparer dans le processus de préparation de son message national, ils sont censés prendre la relève, alors c'est opportun d'échanger aussi avec cette jeunesse. La fin annoncée de pourparlers de paix à Nairobi, vous avez salué le déroulement de cette rencontre? Les pourparlers, la paix, nous avons parlé pendant longtemps de la paix. Et tous ceux qui concourent à faire régner la paix. Bientôt, nous allons commémorer la naissance de Jésus le Christ, Sauveur, Prince de la paix, Sauveur de l'humanité. En pleine deuxième semaine de l'Avent. Oui, nous avons célébré le deuxième dimanche. Le dimanche prochain, ce sera le troisième dimanche. Donc l'espoir, nous vivons dans une période de préparation intense pour nous les chrétiens catholiques en particulier. Et donc, tous ceux qui concourent à l'avènement de la paix dans notre pays sont le bienvenu. Et sachons que la paix dans notre pays signifie la paix dans la région des Grands Lacs. Ça signifie la paix avec nos voisins d'abord, voilà. la paix voilà. Professeur, les messages passés. C'est 5 décembre 2022. La République démocratique du Congo, sa capitale Kinshasa, va abriter le sommet interparlementaire de la SADC. Voilà encore une rencontre toujours dans l'optique de trouver entre autres de voies et moyens pour la paix dans la sous-région et particulièrement à l'est de la RDC. Mais la SADC, comme vous savez, ce sommet est bienvenu. Mais la SADC, nous en sommes membres depuis, ça remonte à 1990. Mais ils ne nous prêtent pas main forte pour résoudre le problème de l'Est. Mais comme, il y a la présence de différentes armées, mais le résultat, c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons saluer, les bons résultats des bons résultats plutôt qui est la paix à l'Est.
Alors, moi, je reprendrai parce que moi, je n'invente rien de nouveau sous le soleil. Il y a un dicton que chacun de nous connaît. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, merci beaucoup, professeur Rompoy, pour vos réponses qui semblent convaincre. Le Premier ministre a procédé au lancement de la campagne de solidarité nationale en guise de venir, entre autres, en aide aux personnes désœuvrées déplacées de l'Est et de la République démocratique du Congo. Une bonne idée? Mais tout ce qui concourt à... Surtout en ce temps de... Parce qu'à l'Église catholique, il y a aussi des quêtes. Pareil, les quêtes du dimanche 4 et de toute la semaine passée, c'était destiné aux déplacés de l'Est et de la RDC. C'était le message de la Synco. Tout ce qui concourt à venir à alléger un tant soit peu la souffrance matérielle de nos compatriotes ne peut qu'être qu'une bonne idée. Donc, nous saluons, nous sommes à l'œuvre nous-mêmes pour que cela se réalise. Je vous signalerai que parmi les marcheurs qui ont été à nos côtés, nous avions 5 personnes handicapées, une sur chaise roulante et 4 autres qui étaient avec leurs béquilles, et ils ont marché. Ils ont marché. Donc, voilà. Nous devons être en communion avec la souffrance de tous nos compatriotes. Voilà, les fidèles catholiques de toutes les églises, toutes les paroisses ont marché pour marquer leur soutien au FARDC et leur opposition à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Allons rapidement à la chambre basse du Parlement pour vous signaler ceci, professeur. Le budget relevé à 15,8 milliards par la commission ECOFIN de la chambre basse du Parlement. Ça vous inspire quoi? Les nombres et le chiffre de notre population varient selon votre interlocuteur. Si vous m'aviez, à la dernière fois que j'avais vérifié les informations, notamment celle de la Banque mondiale, nous serions aux alentours des 100 millions de personnes. Est-ce que c'est un budget qu'il convient? La question que je poserais, moi, serait par rapport, quand vous voyez le classement des budgets des pays africains, nous arrivons péniblement à la 13e ou 14e place quand j'ai vérifié la dernière fois. Donc, non, ce pays, nous clamons qu'il y a de l'argent dans ce pays. Je pense que c'est l'ancien Premier ministre Matata, économiste de son État, qui avait déclaré en son temps que le budget de ce pays, qui avait plus de 26 milliards qui disparaissaient, le professeur Luzolo, qui a été chargé de la lutte contre la corruption, avait dit... donc, mais c'est tolérance zéro. Bon, c'est vous qui... c'est comme ça que notre peuple l'avait appelé, parce qu'il avait déclaré. Alors, chaque jour, on multiplie les déclarations, on multiplie les effets de manche, voilà. Mais la réalité est loin de ça. 15 milliards, ça ne peut pas... C'est insignifiant. C'était un plaisir énorme, professeur Poy Lumbala Chamanyangala, j'ai bien prononcé cette fois-ci, voilà. De changer avec vous pendant le 45 minutes imparti à cette émission, le rendez-vous. Un message particulier pour clôturer l'émission. Merci madame de m'avoir donné l'occasion de revenir sur ce plateau. Je conclurai avec le seul message qui compte en ce moment. Le calendrier électoral vient d'être publié. Les politiciens commencent à douter de la réalisation, mais nous, le peuple, nous devons comprendre
que les élections, ce n'est pas un cadeau que les politiciens nous donnent et que ça ne sera pas, ce sera ni un cadeau de fin d'année ou de Noël. Préparons-nous à exercer notre droit. Les élections, c'est le seul moment où le pouvoir revient entre les mains du peuple et le peuple décide souverainement, absolument souverainement, à qui il devra confier l'exercice de ce pouvoir pour la prochaine échéance des 5 ans. Voilà, merci professeur pour ceux qui ont pris l'émission en cours. Professeur Poi Kamolaï Lumbala Chamalangala est fondateur du Rassemblement des acteurs pour la renaissance du Congo, qui est une ASBEL. La rediffusion de cette émission, c'est le mercredi à 12h30 heure de Kinshasa. Vous l'avez aimé? Remerciez la chaîne de référence Antena, pourquoi pas le preneur de vue. Moi, il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et à chacun.